Notre premier invité pour cette série, c'est le chroniqueur télévision Richard Therrien, chroniqueur télé du journal Le Soleil depuis 2001. Richard Therrien carbure au petit écran. Cette véritable encyclopédie de la télévision a d'abord écrit pour TV Hebdo de 96 à 2001. On peut l'entendre régulièrement commenter l'actualité télévisuelle, bien entendu, au 98,5. Il tient aussi le répertoire de la télévision québécoise en ligne. Ça s'appelle Qui joue qui. Moi, personnellement, quand j'écoute des séries, j'ai souvent mon ordi ouvert à Qui joue qui là, pour c'est qui donc qui jouait dans ça. Alors, Richard, c'est ça presque de mémoire. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment contente de vous voir parce que on échange souvent hein, par courriel. Il y en a peut-être parmi vous même qui m'ont déjà envoyé des courriels. Puis souvent, on a tendance à insister sur les commentaires négatifs qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, sur Twitter. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup trop, mais on reçoit beaucoup aussi de bons commentaires. Fait que je voulais vous remercier parce que cet échange-là, pour moi, c'est super important. Puis, ce qui est important aussi, c'est que nous, quand on écrit pour vous autres. Puis, on vous a toujours en tête quand on écrit. Moi, je pense toujours à vous autres. Quand j'écris, je me dis, ils sont là quelque part, ils vont recevoir ça. Puis, alors donc, c'est important que vous soyez là ce soir. Donc, merci beaucoup d'être venus en si grand nombre. Allons à l'origine À la de la naissance. passion. Je suis certaine que plusieurs d'entre vous vous posez cette question parce qu'aimer la télévision, c'est une chose. Penser faire carrière à la regarder, c'est quand même beaucoup d'appeler peu d'élus. Comment on devient chroniqueur télé ou quelle place a occupé, à quel âge c'est arrivé cette passion? Écoute, je pense que ça devait être quelque part à 7-8 ans. Quand j'étais petit, ma mère m'avait acheté une machine à écrire Brother. Et au lieu d'aller jouer dehors, j'écrivais des chroniques de télévision. J'écrivais sur la télévision déjà. Moi, je voulais pas être astronaute, je voulais pas être policier, pompier. Je voulais faire de la chronique de télévision, écrire sur la télévision. Je refaisais les grilles horaires des chaînes de télévision. Je replaçais les émissions où est-ce que je pensais qu'il faudrait que ça soit. Des notes dans le téléhoraire quand même. Oui. Annoter son téléhoraire quand on est un enfant. Oui, puis j'ai tout gardé ça et ça me sert encore aujourd'hui. Tu as parlé de Qui joue qui. Oui. Ça a été des années de recherche et il y a beaucoup de choses qui étaient dans ces téléhoraires-là que j'avais notées à l'époque, dont je me sers encore aujourd'hui. Fait que tu vois que c'est un peu... Wow. C'est un peu étrange là, comme enfant, mais puis mes parents, écoute, me disaient d'aller jouer dehors avec les autres, ça. Puis moi, ça ne m'intéressait pas trop. Est-ce qu'il écoutait beaucoup la télé? Pas tant que ça, non. Non. Puis moi, j'avais des frères très sportifs, alors ils n'écoutaient pas bien la télévision, ça ne les intéressait pas du tout. Moi, j'étais tout le temps devant la télé, puis il y avait juste 3 postes là, à l'époque, là, tu sais. TVA, Radio-Canada, puis Radio-Québec, qu'on disait à l'époque, même avant TQS. Et j'étais fasciné par ça. Et dès que j'ai pu, dès le cégep, là, je suis allé au Conservatoire La Salle, puis ça a vraiment confirmé mon intérêt pour le journalisme. Mais moi, je dis souvent que c'est pas le journalisme qui m'a amené à la télévision, c'est vraiment la télévision qui m'a amené au journalisme. C'est parce que j'aimais la télévision que j'ai eu envie d'être journaliste. Et ça m'amène à la question, en faire à ce moment-là, parce qu'on pourrait penser que, comme bien des petits garçons, hey, moi aussi, je veux être comédien, je veux écrire une série, faire un film. Ça n'a pas été tellement d'être un acteur de la télévision. Non. J'aimais mieux la commenter. C'est une chose d'être à la télé, mais moi, j'aime beaucoup l'espèce d'anonymat de l'écriture, même si, évidemment, on fait quand même un métier public, mais c'est pas la même chose. J'aime beaucoup écrire aussi. Alors, faire de la télé comme telle, ça m'a jamais... J'en fais un peu, j'en fais à l'occasion, mais c'est pas vraiment... j'aime beaucoup plus la radio, parce que on n'a pas à s'habiller chic et quoi que... Par ailleurs, correct, très là. élégant, il faut le dire. Des premiers souvenirs de télévision, je suis certaine qu'il y a des gens qui vont peut-être te questionner plus tard ce soir sur des séries qui nous ont marqués. Il y a eu des... moi, je suis de la génération peut-être Passe-Partout, Lancez compte, là, à peu près cette période-là. Quels ont été peut-être des premiers souvenirs prenants là, qui ont dit, OK, la télévision québécoise, il se passe quelque chose là? Bien, c'est sûr que c'est les émissions pour enfants. Oui. Puis quand j'ai fondé Qui joue qui, la première question que j'avais, c'était est-ce qu'il va y avoir une section pour les émissions pour enfants? Parce que je pense qu'en télévision, c'est les émissions pour enfants qui fournissent le plus
de discussion, de conversation. Parce que on se souvient tous d'une émission de notre enfance, puis là, quand ça part, là, dans un party, essayez ça, vous allez voir. Là, c'est parti. Ah oui, moi, c'est un tel. Et moi, c'était mes samedis matins avec Samedi Jeune. C'était Lise Marchand qui animait à l'époque. Et elle faisait des bricolages et entre les émissions. Alors, moi, je me levais avant tout le monde le samedi matin pour regarder ça. Ça commençait à 7h30 à peu près. Et là, bien, il y avait Candy, il y avait le petit castor, il y avait toutes ces affaires-là. J'ai tout regardé ça. Mais moi, ce qui était étrange, c'est que je regardais même enfant des émissions pour les adultes. Ça, c'était un peu plus étrange parce que moi, je parlais de ça à l'école. Mes amis, ils ne savaient pas de quoi je parlais. Là, Marisol, il n'y a personne qui regardait ça à l'école. Là, moi, je savais tout de Marisol. Je l'avais regardé du premier au dernier épisode, donc je connaissais Marisol par cœur. Moi, je soupçonne qu'il écoutait le générique de Marisol au ralenti. Non, mais je connais le thème encore. Je me Ah oui? Mais il y a ça ça de l'enfance, c'est que puis c'est pas pour rien que lorsqu'on a l'occasion de partager, que ce soit de la ribouledingue à la nouvelle génération de Passe-Partout, c'est qu'enfant, il y a un caractère d'éponge, il y a quelque chose qui fait qu'on a ces souvenirs qui sont collectifs aussi d'une collectif, génération. puis quand ils ont annoncé qu'ils feraient un nouveau Passe-Partout, c'est pour ça qu'on était si scandalisés, parce que nous autres, Passe-Partout, tu touches pas à ça. Là. Je veux dire, notre Passe-Partout, c'est notre Passe-Partout, il n'y en aura jamais une deuxième. Ouais. Alors là, ça a été un succès, puis dans le fond, c'est pas important que ce soit nous qui aimions ça. Ce sont les enfants d'aujourd'hui qui doivent aimer ça, et ils adorent ça. Oui, Donc, le pari a été réussi. oui, absolument. C'est l'émission numéro 1 à Télé-Québec maintenant. Donc, mais c'est pour ça qu'on était si... on trouvait ça épouvantable. Là. Ça se peut pas toucher à un classique comme ça. Tu parlais de Marisol enfant, donc émission un peu précoce, disons, d'émission plus pour adultes. Mais l'arrivée, là, tu étais adolescent, l'arrivée des grandes séries, justement, j'ai évoqué Lancer compte tantôt, Les filles de Caleb. Et on a eu quand même un certain... J'ai l'impression que notre génération a vu naître ce type de séries lourdes qu'on appelle. Oui, parce que souvent, on dit « Ah, la télévision, c'était bien meilleur il y a 40 ans ou il y a 30 ans. » Puis c'est que dans nos souvenirs, on embellit souvent les choses. Oui, il y avait peut-être des choses qui étaient mieux. On avait plus de budget pour faire de l'information internationale, par exemple. Mais quand on regarde les téléromans de l'époque, il y en a qui ont bien vieilli, mais il y en a qui ont beaucoup moins vieilli. Il y a des choses qui se font plus aujourd'hui. Moi, je regarde souvent des vieux téléromans parce que ça me fascine. Puis je raconte souvent l'anecdote de la carriole. Oui. Oui, alors la carriole qui part d'en bas de la côte, puis qui s'en va en haut de la côte, avec la petite musique. Et ça, tu voyais ça dans un téléroman. Alors, ça commençait, et là, la carriole, elle partait d'en bas de la côte, puis là, tu regardais monter la carriole. Puis c'était long, là. Tu regardes ça aujourd'hui, tu te dis, mon Dieu, OK, c'est long. Elle va finir par se rendre en haut. Mais à l'époque, nous, c'était ça, on aimait ça comme ça, la télévision. Aujourd'hui, on est complètement ailleurs. C'est saccadé, c'est rapide. C'est plus rapide, il y a plus de rythme. Tu parlais de lancer compte, ça a été révolutionnaire, lancer compte. On peut parler peut-être de la qualité des intrigues, là, mais il reste que ça a changé la télévision parce que là, on passait du téléroman tourné en studio où quand tu fermais la porte, tu voyais le mur bouger. Et là, on se mettait à tourner une série complètement en extérieur, des épisodes d'1 heure qui étaient tournés plus à la façon du cinéma, donc ça changeait quelque chose dans l'image. Puis moi, je me souviens, la première saison de Lancer compte, j'étais pensionnaire, puis on n'avait pas le droit de regarder la télé, nous. Mais on avait le droit de regarder un 30 minutes de Lancer compte à chaque semaine. Puis là, tu construisais l'intrigue dans la dernière demi-heure, tu l'inventais. C'est ça, tu inventais le reste. Mais le pire, c'est que c'était pas du tout pour les adolescents, cette série-là, parce qu'il y avait la nudité. Ben oui, c'était assez... c'était assez des audacieux. belles années de Régent Tremblay. Oui. Bon, certains diront qu'il a peut-être continué dans la même veine. Oui. Mais justement, je cite Régent Tremblay, il y a eu Fabienne Larouche, il y a eu... On dirait que, est-ce que je me trompe, ou il y a aussi eu peut-être cette période où c'était peut-être le cas avant aussi, mais des auteurs. On a l'impression qu'on a commencé à dire « Ah, c'est la prochaine série de un tel », ou c'était déjà... non, ça existait dans le téléroman aussi. Tu sais, Jeannette Bertrand en avait fait, Nia Ridez en avait fait beaucoup aussi, M. Grignon avec les belles histoires. On est un endroit unique au Québec pour ça parce que partout ailleurs dans le monde, c'est des équipes d'auteurs. Puis là, je parle même pas des soaps américains où ils sont une trentaine, là.
parce qu'ils ont 5 heures à faire par semaine. Mais même aux États-Unis, en France, c'est comme ça. En France, ils font une quotidienne qui s'appelle Plus belle la vie. Je ne sais pas combien il y a d'auteurs là-dessus, mais ils sont vraiment nombreux. Ici, notre quotidienne, District 31, il y a un gars qui écrit ça, et c'est tout, là. Tu sais, il est tout seul dans son sous-sol pour écrire ça. Il fait beaucoup d'argent aussi. Mais donc, c'est ça, c'est unique. On est unique au Québec en télévision. On a vraiment une débrouillardise, étant donné qu'on n'a pas les budgets d'ailleurs. On réussit quand même à faire de l'excellente télé avec beaucoup moins. Puis Fabienne a écrit Virginie pendant je ne sais pas combien d'années, là, tu sais, donc toute seule aussi. Mais puis je le disais dans l'intro, tu es passionné de la télé québécoise. Puis je sais que, bon, dans les influences, Louise Cousineau, par exemple, qui a écrit. Puis rapidement, tu parles de la télévision en général, mais il y a vraiment cette passion sans snobisme, là, peut-être, pour tu sais, tout type de télé québécoise. Ça, c'est quelque chose que... Mais tu parles de Louise, ça a été déterminant Ouais. pour moi. Louise Cousineau, qui était chroniqueuse à la presse. Moi, j'étais pensionnaire, comme je le disais, puis je me levais 15 minutes avant les autres pour aller lire la chronique de Louise. Tu étais vraiment le seul gars de 15 ans qui faisait ça, sérieusement. Je te le confirme. Mais non, puis c'est vraiment, ça a encore plus confirmé ce que j'avais envie de faire dans la vie. Puis effectivement, Louise me racontait souvent que les premières années qu'elle faisait ça, c'était snobby, tu sais, ses collègues. Il n'y a personne qui voulait aller écrire sa télévision, là, tu sais, c'était comme... c'était pas important pour les sous-sujet, heures. ouais. Et souvent, elle était à la fin des cahiers. Puis là, les gens aimaient ça. Les gens la lisaient à tous les jours. Puis il s'est créé comme une relation entre elle et les lecteurs. Et là, plus ça avançait, elle s'est ramassée sa une à tous les matins, là, parce que c'était vraiment la chroniqueuse que les gens voulaient plus lire. Oui, parce qu'elle parlait de télévision, mais aussi parce que on aimait la lire. C'était une raconteuse extraordinaire. Oui, tout à là, tu fait. sais. Et on parle du contact avec le public, puis je suis certaine qu'on y reviendra dans la soirée parce qu'il y a aussi tout un rapport qui a changé. Tu disais de voir les gens en personne aujourd'hui. Généralement, je pense à vous même en écrivant, mais il y a toute la dynamique des réseaux sociaux qui a changé le rapport aussi. Alors, elle n'avait pas cette interaction directe, donc c'était un sentiment que les gens allaient aimer ça, puis finalement, c'est les lecteurs qui en ont fait une vedette. Oui, puis je l'envie, Louise, parce que elle pouvait parler d'une série le lendemain dans le journal, puis elle se faisait pas engueuler, parce qu'aujourd'hui, tu peux plus faire ça. Alors, à l'époque, quand Jean-Paul Bello se faisait frapper par une voiture dans des Dames de cœur, bien, elle pouvait en parler dans sa chronique le lendemain. Moi, je ne pourrais pas faire ça parce qu'on m'arracherait la tête. Ben non, mais je prends l'exemple dans 19-2, l'identité de la taupe. Je pense que c'est dans la première ou deuxième saison, je ne sais plus, la première saison. Et, tu sais, on faisait seulement évoquer ça dans un article, puis écoute, je recevais des tonnes de courriels de bêtises. Alors, aujourd'hui, il faut vraiment être prudent, puis je comprends ça, je respecte ça, puis vous allez souvent lire. Là, si vous n'avez pas vu l'épisode, ne lisez pas ce qui suit parce que bon. Mais la seule chose qui est dommage, c'est que nous, on peut pas commenter le choix d'un auteur d'avoir éliminé tel personnage ou d'avoir pris telle décision dans la courbe de l'intrigue. Tu sais. On peut pas commenter ça parce que si on fait ça, on va dévoiler quelque chose. Donc, c'est juste dommage pour ça. Bien, parce que tout ça est dû évidemment aux habitudes d'écoute, Ouais. à un certain morcellement. Ça m'amène d'ailleurs à une autre question que j'avais sur le fait que, bon, la télé, on le dit, rassembleuse, grand rendez-vous, ça existe encore par ailleurs. Il y en a encore des grands rendez-vous, même si les habitudes d'écoute ont beaucoup changé. La concurrence aussi, Netflix, on discute autour de nous toujours des nouvelles séries. Moi, je viens de terminer Mindhunter hier d'ailleurs, c'est excellent. Et donc, il y a cette concurrence qui n'existait pas, cette concurrence dans la consommation, cette concurrence dans la diversité des provenances. Est-ce que ça menace le caractère, je dirais, rassembleur qu'a fait la télé québécoise au fil du dernier demi-siècle? Rassembleur, je ne sais pas, mais je pense que la télé québécoise est menacée dans le sens que moi, mes neveux, mes nièces, il n'y a personne qui a le câble. Ils se sont tous... ils n'ont plus de câble chez eux. Ça ne les intéresse plus. J'ai un collègue qui déménageait son fils et il lui dit « Ah, il dit, veux-tu ma vieille télé? Moi, je vais m'en acheter une nouvelle. » Et il a dit à son père « Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, une TV? » Alors, tu vois, quand tu regardes ça, bon, ça, c'est une chose,
Mais l'autre chose, c'est que ça fait qu'il y a beaucoup de gens dans la vingtaine, par exemple, qui vont regarder que Netflix. Ils vont s'abonner à Netflix et ils vont que regarder des séries de Netflix. Donc, tu leur parles de séries québécoises, puis ils n'en regardent plus. Je dis pas que c'est tout le monde, mais moi, j'observe beaucoup ça autour de moi. Et je me dis que dans 10-20 ans, il va se passer quelque chose. Parce que est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire autant de séries de fiction comme on en fait maintenant dans 10-20 ans? Moi, je me pose la question. Je m'inquiète un peu de ce phénomène-là. Bien, c'était ça. Puis le mot menace que j'employais peut-être peut-être un peu exagéré, mais quand même, oui, parce qu'elle est menacée par ce morcellement. L'industrie pour l'argent, la réalité de la câblo-distribution, de la diffusion d'Internet, mais j'allais dire aussi ces références communes. Oui, c'est dans ça. 10 ans, les blagues sur, tu sais, sûrement, là, des grandes séries. On a Unité 9, District 31, qu'on nomme pour la 20e fois ce soir déjà, en 30 minutes. Mais il y a ces grands rassemblements. Mais justement, je dirais comme vecteur, question un peu sociologique de qui nous sommes comme société, est-ce que ça aussi, ça peut, dans 20 ans, oui. on ne les consomme pas là, massivement? Oui, parce que les Québécois, souvent, ont beaucoup aimé leur télévision parce que ça racontait leur histoire. Ouais. Ils se reconnaissaient dans les histoires qu'ils voyaient. Netflix, c'est bien beau, puis j'en regarde plein de choses sur Netflix. Là. Je parle pas contre Netflix, mais ils font rien pour le Québec. Là. Il n'y a rien, ou à peu près rien. Là. C'est vraiment Puis là, ils nous ont promis des belles choses il y a déjà 2 ans maintenant. Oui. On attend toujours. Bon, il y a quelques spectacles d'humour, c'est bien. On applaudit ça, mais une grande fiction québécoise sur Netflix, là, ça serait le fun que ça arrive. Ouais. Parce que, éventuellement, sinon, comme tu dis, ça peut être une menace pour notre culture, je pense. Je pense que c'est pas trop exagéré de le dire comme ça. Surtout à une époque aussi où, et c'est le cas de Netflix, on voit beaucoup des grands cinéastes aussi se frotter au format télé qui attire de plus en plus. Présentement, au Québec, est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir, par exemple, Denis Villeneuve faire une série? Est-ce qu'on pourrait imaginer Ricardo Troggi faire un 13 épisodes? Bien, Ricardo en fait déjà, Denis Villeneuve aussi, Xavier Dolan, on attend toujours la série de Xavier Dolan. Ça pourrait promettre, oui. Je suis sûr que sa mère va être un personnage, c'est Puis clair. il va pouvoir tourner 4h30 sans avoir à couper de personnages comme pour ses films. Oui, c'est ça. Bien, c'est souvent parce que c'est beaucoup ça, on dit. Les cinéastes aiment faire de la télévision pour ça parce que dans plusieurs chaînes HBO, entre autres, les épisodes n'ont pas une durée déterminée. Donc, il y a plus de liberté pour les créateurs. Tu sais, tu peux faire un épisode de 52 minutes, puis le lendemain d'1h05, puis c'est correct, on va trouver une place. Là, tu sais. Alors que nous, en télévision traditionnelle, c'est très formaté, puis tu peux pas jouer avec ça beaucoup. Alors, c'était une première. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous. Je pense qu'il y en aura d'autres. Et dès octobre, avec notre collègue François Bourque. Merci beaucoup. Merci.